Hey, I'm back. Aujourd'hui, j'avais prévu de vous faire une vidéo sur pourquoi j'étais partie pendant 2 semaines et vous expliquer un peu ce que je vis en ce moment. Mais actu oblige, on va plutôt parler du documentaire Harry et Meghan, ou Meghan et Harry plutôt, sur Netflix, et je vais vous dire ce que j'en pense. À tout de suite. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas du tout sur moi, qui n'est pas du tout sur la mode, qui n'est pas du tout sur le body positive, qui va être plutôt axée inclusivité raciale, pour ne pas dire autre chose. Du coup, comme je le disais dans l'introduction, j'avais prévu de parler de mes 2 semaines d'absence et de vous expliquer ce qui s'est passé de mon côté pour que je m'absente pendant 2 semaines et ce qui va se passer par la suite. Je vais vous faire cette vidéo après, mais aujourd'hui, il me semblait important que je prenne la parole pour parler du documentaire que j'ai vu ce matin. Donc on est le jeudi, je l'ai vu dès que sa sortie, j'ai pas pu m'empêcher. Même si j'avais prévu de le voir avec ma mère dans la soirée, en fait j'ai pas pu attendre. Je me suis dit non mais en fait c'est un truc hyper important qui te touche énormément personnellement. Donc go, vas-y, regarde-le le matin, tu le reverras le soir avec ta mère. Et comme ça, si y a des trucs qui ont manqué dans cette vidéo que je suis en train de tourner, et ben je les dirai plus tard, au moment du montage. Mais il me semblait super important que j'aborde le sujet avec vous, tout simplement parce que... et je vais le dire tout de suite, je vais pas être impartiale dans cette analyse parce que ce qu'a vécu Meghan Markle, je l'ai vécu aussi. Alors, je l'ai vécu dans un sens beaucoup moins oppressant qu'elle, parce que elle, il y a quand même les médias, il y a quand même l'influence des médias et tout. Mais être métisse et me mettre en couple avec un homme blanc, en plus mon ex était rouquin tout pareil, je sais ce que c'est. Et je l'ai vécu. Et d'ailleurs dans le documentaire, elle expliquait bien que quand elle en grandissant ou en évoluant, elle ne se rendait pas compte en fait qu'elle était métisse. C'était pas une question pour elle. Elle n'avait pas forcément intériorisé le fait qu'elle appartenait à cette communauté-là. C'est en entrant dans cette famille qu'elle s'est rendue compte en fait qu'on lui a mis le doigt dessus et qu'on lui a dit non mais en fait t'es différente meuf. Et c'est exactement ce que j'ai vécu moi de mon côté. Donc je comprends tout à fait les étapes psychologiques par lesquelles elles sont passées. Je comprends tout à fait l'enfer dans lequel elle était. Et je comprends tout à fait le fait que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point ce qu'elle a vécu est grave et à quel point ce qu'elle a vécu est très difficile moralement. J'y reviendrai dans cette vidéo, mais en tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que, évidemment, cette vidéo, ça va être la vidéo d'une fille métisse qui a été en couple avec un homme blanc, dont la famille avait des préjugés racistes et qui a réalisé qu'elle était métisse, en fait, vraiment, qui a vraiment réalisé qu'elle était métisse au moment de se mettre en couple avec. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le racisme que j'ai vécu au sein de cette famille. Je vais pas revenir là-dessus. Je vais juste essayer de vous résumer les choses en vous expliquant que le racisme peut prendre plusieurs formes et que le racisme bête et méchant qu'on a connu il y a 30, 40 ans, effectivement, a énormément disparu. On le retrouve presque que quand les gens sont très énervés ou sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours, il est rare quand même que les gens te traitent de N-word, te sortent le N-word en face, comme ça, et ou te disent qu'ils t'aiment pas parce que t'es noir ou parce que t'es métisse. C'est des choses que personnellement je n'ai pas vécues, et je pense que Meghan non plus n'a pas vécu. Maintenant, ce qu'on vit de nos jours, ça va être plus un racisme ordinaire, c'est-à-dire des remarques extrêmement déplacées, te rappelant ta place, tu vois, ta place, te rappelant qu'en fait, tu es une race inférieure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le racisme a été inventé pour justifier la colonisation. Donc, pour justifier la colonisation, comme l'Europe est un peuple chrétien, il a fallu inventer des raisons pour lesquelles, selon eux, il était tout à fait légitime, en tant que blanc, d'asservir des peuples. Et donc, pendant 400 ans, on a eu cette petite chanson qui justifiait les
pillages, les meurtres, enfin les meurtres, les massacres, les viols, voilà, la barbarie la plus abjecte, en disant que, bon, en fait, comme c'est une race inférieure, ils n'ont pas d'âme. C'est ce qu'on disait à l'époque. Ils n'ont pas d'âme. Et en fait, pendant 1500 ans, cette petite musique, ces petites justifications, enfin ces grosses justifications, elle s'est insérée dans notre culture européenne. Je dis notre parce que je suis métisse, donc c'est aussi ma culture européenne. Et d'ailleurs, même quand tu es noir, complètement noir, mais que tu es français et que tu as eu une éducation française, cette petite musique, en fait, tu l'as aussi intériorisée. Donc, beaucoup d'entre nous ne nous rendons pas compte que le racisme ordinaire est quelque chose de vraiment très ancré dans notre culture. Je veux dire, dans le nord de la France, je ne sais pas à quelle période, je crois que c'est arrivé il n'y a pas longtemps, donc ça doit être en décembre, on a un défilé avec des gens qui se griment en noir, avec des lèvres rouges, et qui rendent l'apparition noire grotesque pour se moquer des noirs. Et il y a ces défilés qui arrivent tous les ans. Tous les ans, il y a des gens qui font ça. Aujourd'hui, en 2022, il y a eu ce défilé dernièrement. Il existe aussi en Hollande, il existe aussi en Belgique. Tous les ans, en 2022, il y a des gens qui pensent que c'est ok de se moquer des attraits physiques d'une ethnie. Voilà. Et qui pensent que c'est normal de montrer en fait à quel point la race blanche est supérieure à la race noire. Je sais pas si vous comprenez le délire, mais si je veux dire les choses franchement, c'est ça en fait. C'est ça que ça veut dire et ces gens-là ne comprennent pas ça, tu vois. Ils vont tortiller le cul pour dire que c'est la tradition, oui, mais c'est une tradition raciste en fait. C'est une tradition qui vient des colons, qui vient de l'ère de la colonisation et qui se moquait ouvertement des Noirs. Parce qu'ils considéraient qu'ils étaient inférieurs, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient grotesques. Donc, c'est quelque chose qui existe en fait en nous. Et ce n'est pas parce que vous venez pas dans le nord de la France et que vous ne faites pas ce défilé-là, que dans votre culture, dans votre état d'esprit, il n'y a pas cette petite musique qui s'est infiltrée. Moi-même, depuis la mort de George Floyd, j'ai dû déconstruire énormément de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Matrix, où Morpheus tend à Neo 2 pilules, une bleue, une rouge. Avec la bleue, bah, tout ce qui s'est passé précédemment, il va l'oublier. Avec la rouge, bah, en fait, il va pas l'oublier et en fait, il va s'ouvrir, il va réaliser les choses, il va prendre conscience du monde dans lequel il vit. Et moi, j'ai vraiment l'impression que la mort de George Floyd, ça m'a servi de ce test-là. Tu veux prendre la pilule bleue ou tu veux prendre la pilule rouge? Malheureusement, j'ai pris la pilule rouge. Et donc, j'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte à quel point le racisme, il est partout. Et à quel point ce que j'avais vécu dans ma dernière relation avait été empreint de tellement de racisme, en fait. Il y avait tellement cette question-là, alors que je m'en rendais pas du tout compte sur le moment. C'est le racisme et l'inaction de mon compagnon qui ont foutu en l'air mon couple. Et en même temps, c'est une chose très positive parce que c'était clairement pas la bonne personne pour moi. Mais ça, c'est autre chose. Et on reproche souvent à Meghan et Harry de parler, d'avoir pris la parole et d'avoir dénoncé ce qu'ils ont vécu au sein de la famille royale et dans la presse. On en reviendra plus tard avec la... Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le silence, c'est l'arme des oppresseurs. À partir du moment où tu commences à parler, tu commences à te libérer et tu commences à reprendre le pouvoir. Ils ont besoin de parler parce qu'ils ont vécu des choses vraiment pas cool. Beaucoup de gens, même en France en fait, c'est ça que je trouve ça... Il y a un truc qui me rend éberluée en fait, c'est à quel point même la presse française soutient la famille royale britannique et à quel point la presse française, qui est censée être républicaine, qui est censée être moins partiale, puisque bah, concrètement, nous, c'est pas notre famille royale, mais à quel point ils prennent leur parti et à quel point ils discréditent la parole de Meghan Markle et à quel point ils minimisent les propos dont elle a été victime. Je pense que les personnes blanches, les personnes qui ne sont pas racisées, ne
ne comprennent pas à quel point ce genre de petites phrases lâchées comme ça, qui échappent comme ça, c'est extrêmement difficile à recevoir. Ce qu'on reproche à Meghan et Harry de parler, ben en fait, j'ai envie de vous dire que moi et beaucoup de mes copines racisées les remercient. Parce que ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent, nous aussi on le vit. Et quand on vit ce genre de choses, et qu'on dit, non mais attends, non, là ce que tu fais c'est raciste, on dit, mais non, mais voilà, tu exagères. Moi dans la famille de mon ex, en fait, j'étais hystérique. J'étais la meuf hystérique parce que effectivement, quand il y avait ce genre de réaction, ce genre de réflexion, effectivement, j'étais en colère. Mais c'était une colère légitime, en fait. On reproche souvent aux personnes racisées de réagir avec énormément d'agressivité, énormément de violence quand ils sont victimes de racisme. Mais c'est hyper violent ce qu'on se prend dans la tête, en fait. Je sais pas si vous réalisez, en fait. Ce genre de petite réflexion nous rappelle notre place de race inférieure. Je sais pas si vous réalisez, en fait. Même si c'est pas ce que vous dites, mais en fait, c'est ce que ça veut dire. C'est ce à quoi ça nous rappelle, quoi. C'est ce à quoi ça nous réduit. C'est hyper violent. Et réagir avec colère est normal. Le fait que la parole de Meghan Markle et de Harry soit remise en question en permanence dans les médias et qu'on minimise dans les médias les trucs dont ils ont été victimes, on connaît tellement ça. On connaît tellement ça. Et moi, je les remercie tellement de prendre la parole, de prendre le risque de se prendre les seaux de merde pour dire leur vérité. Et peu importe, en fait, c'est leur vérité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de pouvoir, qui ont la parole dans les médias, qui vont leur dire que c'est qu'ils mentent et qu'ils exagèrent et que en fait ils ont le seum parce qu'ils n'ont pas toute la lumière sur eux, alors qu'ils étaient tellement plus populaires que William et Kate à l'époque où ils faisaient partie de la famille royale. Ils étaient tellement plus populaires. On peut pas leur reprocher ça, en fait, parce que naturellement, à partir du moment où t'arrêtes de balancer des conneries sur eux, à partir du moment où t'arrêtes de les rabaisser gratuitement, ils sont ultra populaires parce qu'ils sont hyper charismatiques. Leur histoire, elle est hyper romantique, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Dire ce genre de choses, c'est aberrant. Donc en fait, leur parole est hyper importante et je les remercie beaucoup. Et du coup, j'ai évidemment regardé ce documentaire avec beaucoup d'intérêt. J'en ai pas raté une miette. Et donc, maintenant, on va passer à la critique de ces documentaires. On nous avait dit que ce serait un documentaire en 2 épisodes, un ce jeudi-là et un le jeudi prochain. En réalité, c'est une mini-série de 6 épisodes, donc 2 fois 3 épisodes. Donc là, on a eu les 3 premiers épisodes et jeudi, on aura les 3 suivants. Et pour vous dire de quoi ça parle concrètement, en fait, dans le premier épisode, on va nous parler de leur rencontre. Et ça, c'est hyper émouvant, c'est hyper touchant parce que on va avoir droit à leurs archives personnelles, donc toutes les petites photos que tu prends en couple quand ta relation commence et tout. On a le droit à leur première photo ensemble, on a le droit à plein de trucs comme ça, et ils nous expliquent vraiment tout ce qui s'est passé. Alors la légende disait qu'on les avait présentés l'un à l'autre et que c'était surtout à l'initiative de Meghan, parce que Meghan, évidemment, elle a les dents qui raillent le parquet. Ce qui s'est réellement passé, c'est qu'en fait, Harry a vu le feed Instagram de Meghan et il a flashé sur elle. Et donc, il a demandé à quelqu'un qu'il connaît qui aurait pu les mettre en relation. Et cette personne a réussi à les mettre en relation. Donc, en gros, il a fait une rencontre comme vous et moi on peut faire sur les réseaux sociaux, et juste comme il a un peu le bras long et bien il a pu rencontrer cette personne, et en fait ça a tout de suite matché. Ils ont fait un premier rendez-vous, ça a duré qu'1 heure, et c'est cool parce qu'on a le droit vraiment à tous les détails de ce petit rendez-vous, et donc en fait ils sont tellement plu. Meghan était à Londres, et donc ils sont tellement plu qu'ils ont décidé de se voir le lendemain, parce que le surlendemain elle partait, ou le soir d'après. Enfin bref, très vite elle repartait aux États-Unis. Et donc ils se sont revus, ils ont fait un second date qui a duré là des heures, et ils ont parlé pendant des heures, et ça s'est super bien passé. Ils ont fait leur première photo ensemble, c'était chouette, et déjà on voyait qu'ils étaient bien proches. Et ensuite pendant des mois, ils ont correspondu à un moment donné pendant l'été. Harry allait
en Afrique et Meghan avait une semaine de libre. Et donc, il lui a proposé d'aller au Botswana avec lui. Et elle a accepté. Et c'est là que leur relation a réellement commencé, a vraiment pris forme. Je pense que c'est un peu là qu'ils ont eu leur première nuit. Je ne sais pas. Ils ne l'ont pas dit. Ils ne le disent pas évidemment dans le documentaire. Mais j'imagine que c'est à ce moment-là. Et en plus, ils dormaient à la Belle Étoile dans une tente. Ça devait être hyper romantique. Tu vois les photos de ce voyage. C'est juste magnifique. Tu sens leur bonheur. Tu sens leur bonheur. Et donc, on nous parle voilà, de cette rencontre. Et le premier épisode s'arrête à quand leur relation devient officielle. Ensuite démarre le deuxième épisode. Et là, on nous parle de sa vie à partir du moment où le monde a su qu'ils étaient ensemble jusqu'aux fiançailles. Donc voilà, ça c'est l'épisode 2. Et tu te rends compte à quel point leur vie était infernale, surtout la sienne. Parce que ils le disent bien dans le documentaire, en fait, la famille royale est harcelée par les paparazzi, mais c'est surtout les femmes de la famille royale qui sont harcelées. C'est surtout quand elles sont nouvelles, en fait, qu'elles arrivent dans la famille royale, c'est infernal. La seule petite pique qu'il y a envers la famille royale dans ces 3 épisodes, c'est que ils les ont pas soutenus, ils n'ont pas réagi au moment où elle était victime d'attaques racistes, parce que dès ce moment-là, elle a été victime d'attaques racistes, mais c'était violent, vraiment violent, parce qu'ils considéraient que comme toutes les femmes étaient passées par là, eux, ils allaient pas s'en mêler. Sauf que la différence, c'est qu'en fait, là, elle était victime de racisme. Et ils n'ont pas vu la différence et ils n'ont pas réagi à ça. Et ça, je pense que c'est un problème super important, c'est que la plupart des gens minimisent l'importance des attaques racistes, minimisent la gravité des faits. Ensuite, donc, ils annoncent leur fiançailles et à partir de leur fiançailles, on a un nouvel épisode où on a les premiers pas de Meghan en tant que pré-princesse jusqu'au mariage. Et là, il y a un propos qui a été dit pendant le documentaire qui est super important selon moi et qu'on ne met pas en exergue suffisamment, c'est que à partir du moment où leur relation amoureuse était officielle, ils ont été victimes de menaces, mais de menaces très sérieuses. Et à partir du moment où ils ont annoncé leur fiançailles, ça a pris du level à tel point qu'à partir de ce moment-là, quand ils faisaient des apparitions publiques, l'ordre était donné de tirer pour tuer. C'est-à-dire que si un policier ou un militaire voyait un suspect se comporter de manière dangereuse, l'ordre était de l'abattre. Et ça, moi qui suis sœur d'un militaire, je peux vous assurer que c'est très très rare et que ça signifie vraiment que les autorités étaient sur les dents et que la menace est très importante. Et je pense que c'est un... Attends, Mystique, arrête. Désolée pour mon chat, il a envie de sortir. Il ne sortira pas parce que je suis occupée, mais ça, il a du mal à le comprendre. Donc on va continuer. Et peu importe si vous l'entendez. Et ça, c'est un aspect des choses qu'on a du mal à prendre en considération. Et même d'ailleurs dans le documentaire, il est dit entre 2-3 phrases. Moi, ça m'a interpellée parce que mon frère est militaire, donc je sais à quel point, pour que cet ordre-là soit donné, c'est que la menace est vraiment haute. Je crois qu'on est vraiment dans... Je crois qu'on est vraiment dans la menace maximale. Je suis pas sûre, hein. Je dis ça sous couvert. Si vous êtes vous-même dans les ordres, vous pouvez le dire en commentaire, mais il me semble qu'on est dans les... voilà, ça fait partie des menaces les plus importantes. Arrête! Arrête! Non, je suis occupée. Non. Ouais. Et donc, je pense que c'est hyper important de prendre conscience de ça pour comprendre la réaction de Harry, parce que l'agressivité du public est allée crescendo à partir de là. Même si pour nous, dans les médias, c'était la lune de miel avec eux et qu'ils étaient hyper populaires à ce moment-là, en fait, en coulisses, ils recevaient déjà des menaces de mort extrêmement graves, à tel point que l'armée et les policiers étaient sur les dents à chaque fois qu'ils faisaient une sortie publique. Pour moi, c'est hyper important de comprendre que Harry et Meghan avaient peur pour leur vie quand ils étaient au Royaume-Uni. Et d'ailleurs,
Ces derniers temps, je pense que vous avez vu aussi que il y avait eu des histoires sur la sécurité du prince quand il venait en Grande-Bretagne. Les Anglais n'étaient pas d'accord pour qu'il soit protégé par la police, alors qu'il ne faisait plus partie de la famille royale. Et moi, ça me tue, quoi. Ça me rend perplexe. Dans notre pays, en France, s'il y a une menace sur une personnalité, qu'elle soit... on s'en fout en fait qu'elle soit de la famille royale, à partir du moment où elle est française, elle a le droit à être protégée. Il n'y a pas de débat. Et moi, ça me tue que, en fait, à partir du moment où tu ne fais plus partie de la famille royale, tu ne puisses plus être protégé, même si tu payes toi-même. Même si tu veux payer les salaires toi-même, tu ne peux plus être protégé par la police. Alors, beaucoup me diront, bah, c'est pas grave, ils font appel à une sécurité extérieure, à une sécurité privée. Oui, mais avoir une sécurité privée, ça n'est pas du tout la même chose que d'être protégé par la police. La police intercepte des télécommunications. La police sait qui sont les gens à surveiller, connaît les hooligans, les gens comme ça. Ce que société privée ne peut pas faire. Derrière le travail de la police anglaise, il y a le travail du MI6. Je crois que c'est le MI6 ou le MI5. Il y a ce travail-là, donc il y a le travail des agents secrets qui est là. Des informations qui sont hyper importantes que tu ne peux pas avoir quand tu fais appel à une sécurité privée. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, quoi. Enfin bref, donc le 3e épisode se termine au moment où Harry et Meghan vont se marier. Pour le moment, ils ne sont pas mariés. Et dans la presse, je ne sais pas si vous avez vu, on nous a fait un pataquès sur ce qu'allait balancer Harry et Meghan sur la famille royale. Et bien pour le moment, ils n'ont rien balancé. La seule chose qu'ils ont dit, c'est ce que je vous ai dit précédemment sur le fait qu'ils n'ont pas fait la différence entre les attaques raciales dont était victime Meghan Markle et le harcèlement médiatique que les autres membres de la famille royale féminin ont eu quand ils ont rejoint la famille royale. C'est la seule critique pour le moment qu'il y a sur la famille royale. Donc, encore une fois, beaucoup de pataquès pour rien. Je ne vous ai pas dit précédemment, c'est ce qui est très très bien fait de la part des réalisateurs du documentaire, c'est que tout au long de ces 3 épisodes, on nous explique le contexte politique, le contexte historique. Donc, on sent bien que les graines sont posées pour nous parler après des réactions de la famille royale. On sent bien que même dans la famille royale, il y a des petites relances racistes. On le sait, on sait que ça va venir. De toute façon, on connaît l'histoire dans les grandes lignes, donc on sait que ça va venir après. Mais pour le moment, ils n'ont pas critiqué la famille royale. Pour le moment, c'est surtout sur les médias. On peut dire ce qu'on veut, la famille royale, elle a la réaction qu'elle a. Mais pour moi, la grande responsabilité de ce qui s'est passé en revient encore aux médias. Les médias encore et toujours. Et ce, malgré le fait que Harry ait quand même perdu sa mère à cause d'eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suffisamment de respect et pas suffisamment de recul et de remise en question pour comprendre que ils ont fait de sa vie un enfer, celle de son frère aussi, mais bon, il s'en sort mieux parce que il a une épouse assez discrète, assez lisse. Oui, elle est roturière, mais elle est quand même privilégiée et elle a grandi entourée de gens qui sont du même acabit que William, donc elle connaît beaucoup mieux le sérail que Meghan, évidemment, qui en plus est américaine, donc c'est-à-dire républicaine, tout comme nous. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, si un jour on me dit, voilà, ça c'est ma grand-mère, prosterne-toi, je te jure, je le fais pas. Personnellement, je préférerais mourir plutôt que le faire. Parce que dans ma culture, on m'a appris que tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Donc, je ne vais pas me prosterner devant une vieille mamie que je ne connais pas. Elle l'a fait. Franchement, je sais pas si je dois la féliciter ou si je dois lui dire elle est traîtresse, mais elle l'a fait. Et de toute façon, c'est son choix. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je l'aurais pas fait. Et je pense que ça aussi, on l'oublie. On oublie qu'on a demandé à quelqu'un qui n'est pas du tout de cette culture-là de s'approprier tous les us et coutumes de cette culture-là, même si ça lui semblait absolument what the fuck. Mon chat est en train de mourir. Et je pense qu'on réalise pas qu'on a demandé à cette femme de tout abandonner derrière elle. Travail, maison, famille, culture, tout ça. Tout ce qui fait
son ADN, on lui a demandé de tout oublier et de n'être qu'une princesse. C'est affolant. Donc, tout ça pour dire que ce documentaire, je l'ai particulièrement aimé. Je vous le conseille particulièrement et j'ai hâte de voir les 3 prochains épisodes parce que justement, je pense qu'on va arriver dans les choses sérieuses, là où le problème sous-jacent va commencer à exploser. Et donc, on va devoir voir des comportements pas très classe de la part de personnes de la famille royale. Ça va être fun. Mais je pense que ça va être fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect de la part de Harry et Meghan. Tu sens qu'ils sont pas là pour balancer sur la famille royale. Ils sont là surtout pour raconter leurs propres histoires parce qu'il y a tellement de merde qui a été dit sur eux, tellement de bêtises que à un moment donné c'est plus possible et que des fois on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc à force de demander aux autres de parler pour soi, parfois c'est bien de toi-même prendre la parole et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et moi je trouve qu'ils l'ont très bien fait. Il y a beaucoup de bienveillance dans leur comportement. J'ai pas vu... ils sont pas en mode ouin-ouin comme on leur reproche. Ils sont pas du tout en mode ouin-ouin. Donc voilà. Bon, je vous laisse parce que là mon chat il est en train de décéder. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, soit je vais revenir sur mes 2 semaines et je vais vous expliquer ce qui se passe vraiment dans ma tête et dans ma vie professionnelle. Soit je fais un épisode sur la deuxième partie, enfin les 3 derniers épisodes. Dites-moi ce que vous préférez, vous, dans les commentaires. Ça me dérange vraiment pas de recommencer à parler d'eux. Je trouve ça super intéressant, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Voilà. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. Mouah, bye bye.